Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Julite de Casteker. Si je le prononce bien, j'espère. Bienvenue Julite. Merci Sophie de m'accueillir, c'est sympa et tu l'as bien prononcé, c'est bien. Génial, je commence bien. Alors Julite, tu es vétérinaire, bien sûr, diplômée de Liège en 2006. Tu es ce qu'on pourrait décrire une véritable vétérinaire baroudeuse pratiquant la médecine intégrative. Tu as 52 pays, je pense, voire plus à ton éloge, dont un passage prolongé de 4 ans en Inde et plusieurs diplômes de médecine alternative plus tard. Tu es de retour en Belgique aujourd'hui, où tu consultes en référé en médecine chinoise. Mais pour combien de temps, l'avenir nous le dira. Bien sûr, on aura sûrement l'occasion d'en discuter. Tu es aussi conjointe et maman de 4 enfants qui sont eux aussi baroudeurs par la force des choses. Tu as la gourmandise de l'apprentissage et la passion du soin. Je pense qu'on peut se préparer à un joli voyage d'1h30 en ta compagnie aujourd'hui. Donc, bienvenue de nouveau et je vais commencer par la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire ? Oui, merci Sophie pour cette occasion de pouvoir parler un peu plus à mon avis, pour beaucoup de gens ont une autre façon de pratiquer la médecine vétérinaire, quoi. Comment je veux dire? La passion pour le vétérinaire, ça a commencé et ça va être très stéréotype. Quand j'étais toute petite, j'aimais bien m'occuper des animaux, j'aimais bien être entourée d'animaux et je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents qui vivaient sur une ferme. Mes grands-parents faisaient de la nourriture pour les chevaux, donc ils allaient chercher l'orge, l'avoine en France, aux Pays-Bas. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père. Qui en fait m'a un petit peu donné la fibre de vétérinaire parce que je me dis ça c'est ça, je veux faire ça plus tard quoi, je veux m'occuper des animaux. Donc c'est ça. Après on m'a essayé de me dire faudrait peut-être faire ingénieur agronome, c'est peut-être mieux parce que vétérinaire c'est quand même pas évident, le métier après, la vie après. Et puis finalement, je dis non, je veux vraiment faire vétérinaire. Et quand j'avais 18 ans, parce qu'en fait, je suis de la région flamande, donc le nord de la Flandre, je me suis dit, je veux partir à l'étranger, faire mes études de vétérinaire, quoi. Mais mes parents étaient divorcés, donc c'était pas si évident que ça. Ils ont dit non, on saurait pas te permettre une année à l'étranger ou commencer à l'étranger. Donc voilà. Et donc je me suis renseignée un petit peu et je me dis écoute, il y a toujours le sud de la Belgique, la Wallonie. J'irais bien faire vétérinaire là-bas. Et donc je suis partie à l'étranger en Wallonie et j'ai fait mes études à Liège. Voilà, c'est comme ça un petit peu comment ça a commencé. Du coup, comme quoi un voyage, ça commence petit pas par petit pas, déjà dans son propre pays.
Oui, tu peux le dire. C'était mon premier gros voyage. Ouais, tu pourrais dire un petit peu, peut-être une fuite de la situation familiale, le divorce qui est quand même pas toujours évident pour les enfants et tout ça. Mais oui, je ne regrette pas. Ouais. J'ai appris des langues, j'ai appris des cultures, donc ouais, ça a commencé là-bas. Et comment ça se passe tes études alors là-bas? Eh ben, c'est assez intéressant. Donc, je me retrouve à Liège et je sais que je me retrouve, en fait, avant, on avait, au Sartillement, on avait le home des étudiants, donc, pas que vétérinaire. Et moi, ma maman et moi, on avait trouvé un cote en face du home. Et je me retrouve avec trois filles qui ne font pas vétérinaire, mais vraiment trois filles super sympas. Et je peux te dire que j'étais introduite dans la Gandaï très très vite. Donc on va dire, je me suis éclatée. Donc nous on prenait le dernier bus pour descendre en ville au Carré et on reprenait le premier bus et on était bien soudés nous quatre comme ça. On faisait la fête, on invitait les gens et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils savaient très bien que si j'avais si j'avais trop bu, je commençais à parler néerlandais, allez, flamand. Et donc du coup, ils savaient très bien que voilà, là, il était temps pour Julie de monter. Donc moi, je dis la réussite de ma première année à Liège m'a aidée parce que je parlais pas super bien français, mais ça m'a aidé dans le fait que comment dire, j'avais toujours des gens autour de moi, donc j'ai appris une base de français. C'était l'amitié, aussi pendant les études, ma première année et tout ça, même si on était beaucoup. J'ai eu un groupe d'amis qui m'ont aidé à y passer les cours. On avait les cours des années au-dessus et je comprenais diagonalement la plupart des choses. Et ça m'a aidé pour réussir. Je veux dire, cette amitié, le mix entre étudier et Gandaï. Et je peux dire que c'est ça. Et donc, j'étais pas mal entourée quand même de Belges, pas nécessairement que il y a une grosse partie de francophones, pas de francophones, de français qui est arrivée. Donc, en fait, mon année, on était même pas 25% de non français, je dirais. Donc, c'était quand même impressionnant. Ça a été un peu dur quand même parce que moi, t'as 18 ans, nous on a 18 ans comme tous les Belges, on va faire nos études et puis en fait, t'as cette flopée de Français qui est là, qui sont déjà plus âgés que toi, qui ont d'autres façons de voir la vie de temps en temps. Mais puis finalement, tu lis bien les amitiés avec tout le monde, il y a les groupes qui se forment. Et donc mes études sont super bien passées dans ce sens-là, quoi. Donc un mix entre Gandaï et étudier quand il fallait, quoi. Mais je peux dire quand même, j'ai le petit hic de mes études, c'était cette ambiance qui était quand même souvent tendue, pas envers moi, mais français-belge, quoi. Écoute, et nous, on aura fini nos études, et puis on retourne en Belgique, en France, c'est quand même mieux en France. En Belgique, vous êtes des indépendants, c'est pas aussi facile. Donc voilà, ça c'était peut-être le petit point moins sympa pendant mes études, ouais. Alors, je pense que tout le monde l'aura deviné, mais je précise au cas où, parce que Guindaille, c'est un mot quand même relativement belge. Ah. Bon, Guindaille, c'est les festivités étudiantes en Belgique. Et le Carré, c'est un lieu justement où on se retrouvait pour certaines festivités dans le centre de Liège. Oui, et c'est marrant que tu parles de cette partie ambiance française, belge. C'est vrai que maintenant, à te l'entendre dire, je m'en rappelle, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'avait vraisemblablement marqué autant que ce que toi tu le dis là. À mon avis, je crois que je l'ai marqué un petit peu plus parce que je suis quand même fort restée aussi avec comment dire, on sait très bien qu'on a le baptême en médecine vétérinaire et donc pendant le baptême, moi, avant mon baptême, donc ma deuxième candidature, j'étais quand même déjà fort entourée des non-vétérinaires. Et je peux dire que j'ai toujours gardé c'est les non-vétérinaires, entre autres mes cocoteuses, donc les gens avec qui j'habitais pendant mes études, qui m'ont montré qu'il y avait une autre face aussi et il n'y avait pas que la médecine vétérinaire, quoi. Donc, et c'est ça aussi pendant mes études que j'ai de la chance de ne pas et allez, si tu restes contre le vétérinaire, c'est vrai que ça se sent moins parce que c'est logique. Mais le fait d'avoir été
aussi faire beaucoup de fêtes avec les non-vétérinaires, et aussi j'ai rencontré mon mari et mon compagnon maintenant pendant cette période-là qui est non-vétérinaire. Ça m'a peut-être permis de voir un petit peu plus cette ouais, ça pourrait être un petit peu un sentiment d'exclusion, je veux dire, que voilà, vétérinaire, on reste à part, quoi, tandis qu'il n'y a pas besoin, quoi. Ouais. Oui, je comprends. J'entends bien ce que tu dis, et c'est vrai que il y a une partie un peu, en tout cas à Liège, un peu sectaire, où on était assez centré sur nous-mêmes entre vétérinaires et peu d'exposition finalement aux extérieurs, sauf si amené à le faire comme toi par exemple pendant tes études. Ouais. Alors ensuite, après tes études, qu'est-ce qui se passe? Après mes études, j'ai eu l'occasion j'étais engagée dans une petite pratique vétérinaire dans le Condro belge, une pratique mixte. Donc je travaillais avec trois vétérinaires grands animaux, comme on appelle ça, et moi j'ai été engagée pour les aider à lancer vraiment les petits animaux, pour vraiment m'occuper des petits animaux et aussi leur aider avec les vaches et les ruminants quand il fallait. Et ben, j'ai travaillé là pendant, 2-3 ans, comme indépendante. Et comme on veut dire, on commence nos études, on a fait nos études théoriques, pratiques sur la médecine vétérinaire. Je veux dire, des fois, il nous manque ce petit truc, comptabilité et gestion. On a des fois, on est largué là-dedans. Et donc, en fait, j'étais employée fausse indépendante, et puis tu te rends compte à certains moments que c'est pas si évident que ça, quoi. Je veux dire, il y a un petit peu d'exploitation qui se produit, et donc j'ai quitté cette association parce que je me rendais compte que ça pouvait pas continuer comme ça financièrement. Et donc voilà, ça c'était un peu mon premier parcours et ma première expérience avec la médecine vétérinaire. Très intéressant parce que franchement, s'intégrer dans un petit village, être vétérinaire de village, c'était génial. Donc en fait, point de vue les gens et vivre là-bas où je vivais, c'était vraiment bien. C'était d'ailleurs avec un pincement au cœur que j'ai quitté l'association, mais c'était juste, c'est là que ces 2-3 ans m'ont appris que c'était juste pas possible allez, si jamais il y avait, tu proposes une solution, au vétérinaire t'essayes de trouver une solution, est-ce qu'il y a moyen, quoi. Mais ils avaient en vue d'ouvrir une grosse structure clinique, et puis du coup, parce que ça avait bien marché, le développement des petits animaux, et puis tu te retrouves toujours pion 2. Et donc à ce moment-là, j'ai dit non, là la clinique, vous allez faire sans moi, parce que c'est à ces conditions-là, c'est pas possible pour moi, quoi. Mais c'était difficile de me rendre compte parce que quand tu sors de tes études, il faut travailler. En flamand, on dit willen is kunnen, il faut travailler. C'est pas juste moi je veux tel horaire. Non, je travaillais les week-ends, on travaillait, les gardes étaient là. Donc ils savaient très bien que je voulais travailler, que j'avais cette passion pour le travail, mais de là à l'utiliser de trop, c'était un peu difficile, quoi. Voilà. Ouais. Ça c'était mon tout début. Donc c'était pas un super début vétérinaire, on va dire. Ouais. Quand tu parles d'exploitation, c'est de ce que j'entends quand tu parles, c'est un espèce de dû parce que tu es jeune et qu'il faut que tu passes par ce côté travail ardueux, peut-être pas un salaire approprié. Oui, c'est ça. En fait, le travail ardueux, ça me posait pas de problème. Ça, ils le voyaient bien. Ils sont rendus compte. C'est pour ça qu'ils m'avaient qui m'aimait bien, qui m'avait employé, et que je travaillais. Je veux dire, je biberonnais les chiots des éleveurs. Je me levais pour césarienne. Je faisais les césariennes tout seul, et quand j'y arrivais pas, je mettais même le chien dans le coffre et je retournais chez mes maîtres de stage pour qu'ils m'aidaient, quoi. Donc, en gros, je travaillais pas mal, mais c'était le salaire quand t'es faux indépendant. Je veux dire, quand tu changes un petit peu ton salaire tous les mois, juste pour ne pas que ça paraît comme un salaire fixe, et que
que en fait, au final, j'ai eu mon mari qui, à un certain moment, devait me payer mes impôts. J'étais payé 1500 brut, quoi. Donc voilà, je peux dire les chiffres parce que c'était comme ça. Et quand tu dis, ouais, je voudrais bien négocier un autre prix et ne pas, c'était pas possible, quoi. Je devais comprendre que j'étais jeune et que je devais apprendre, ouais. Voilà. Donc je dis pas de pas travailler, je dis juste que il faut trouver l'entre les deux. Il faut vraiment qu'il y ait une conversation qui se fasse entre les gens, quoi. Donc ensuite, tes 3 ans, je pense qu'à ce moment-là, tu commences déjà à t'intéresser à la médecine chinoise, je me trompe? Non, très très vite, je me rends compte que le protocole D plus B plus M qu'on l'appelle, donc anti-inflammatoire, antibiotique et tout ça, ça revient assez souvent dans même lors de nos stages quand je regardais ça, et je me disais c'est quand même je me rends compte que on traitait un symptôme, mais il y a des trucs qui revenaient, quoi. Donc, en fait, la maladie n'était pas nécessairement résolue, ou sur cortisone, il allait mieux, les propriétaires étaient contents, mais il y avait quelque chose qui chipotait chez moi. Et en fait, lors de mes stages aussi, même quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore en Flandre et qu'à 14 ans, je toquais aux portes des vétérinaires, j'ai eu de la chance de suivre un maître de stage qui avait fait de l'acupuncture et qui avait un petit chien qui rentrait et qui savait pas marcher, un vieux petit chien, un petit caniche, je me rappelle, il avait 13 ans, il savait pas marcher, puis il rentre dans la consulte et je devais lui donner des croquettes vraiment pour qu'il reste qu'il ne bouge pas pendant que mon maître de stage met les aiguilles. Et je me dis c'est quoi tout ça, tu vois, moi né dans une famille où l'homéopathie voilà, c'est vraiment, en gros, le mot bullshit, c'est vraiment tabou. Mon papa est pharmacien, je veux dire, il y a des médecins dans la famille. Je veux dire, c'était pas possible pour eux, quoi, tout ça. Et donc moi aussi, c'était non, c'est bizarre tout ça, quoi, tu vois, c'est pas juste, mais quand je voyais ce chien sortir et que ce chien, en fait, il boitait quand il rentrait et qu'il n'avait plus de signes de douleur quand il sortait et qu'il revenait, peut-être tous les 2 mois si je mettais de stage, et qu'il était bien, qu'il n'avait pas besoin d'anti-inflammatoire, c'est là que je me suis rappelé quand j'avais commencé à étudier, que je me dis, je me rappelle de ce chien-là, je me rappelle de ces images-là, ce serait peut-être intéressant de me renseigner plus là-dessus. Et c'est comme ça qu'en fait que durant mes 2 premières années de travail là dans l'association, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux apprendre plus? Et c'est comme ça que j'ai appelé un des pionniers de la médecine traditionnelle, donc médecine chinoise en Europe, au point de vue vétérinaire. Et ça, c'était Dr. Emil van den Bosch. Et je le connais pas. Et je l'appelle un jour et je lui dis, écoute, bonjour, Dr. van den Bosch, je m'appelle Juliette, j'aimerais bien apprendre la médecine chinoise, l'acupuncture. Et puis, il a répondu une phrase très, très sec, très, 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 très court. OK, t'as une base en médecine chinoise? T'as déjà fait quelque chose? Je dis non, rien du tout. Je n'ai aucune base. Je sors de mes études vétérinaires. Et puis il dit, OK, tu vas aller apprendre ça avec les médecins humains. Tu vas apprendre la vraie base de la médecine traditionnelle chinoise. Ça s'apprend pas sur un week-end. Tu vas aller apprendre ça avec les ostéopathes, les infirmiers et les médecins humains. Et c'est comme ça que je me suis renseignée. Je suis partie à étudier ça à Anvers. Et voilà. C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé mes premiers pas en médecine chinoise. Et ça, c'était un cursus particulier ou c'est vraiment tu contactais des ostéopathes, des personnes qui pratiquaient et t'allais passer du temps avec eux? Oui, ça j'ai fait aussi, mais je me suis renseignée par rapport au niveau, par rapport aux certifications, parce qu'en médecine alternative, il y a énormément de formations et tu as plein de choses. Et en fait aussi, des non-vétérinaires, on peut faire des formations sur 2-3 week-ends. Et en fait,
il y a de tout et de rien. Et je voulais quand même, après avoir eu Emile Van Den Bosch au téléphone, je voulais quand même quelque chose de correct. Et donc, en fait, quand tu te renseignes alors, même juste en ligne, ben, tu te rends compte, moi, j'avais le choix en irlandais à l'OTCG à Anvers, où il y avait même Bruxelles et tout ça. Mais donc, point de vue acupuncture, c'est certifié en Belgique à travers les médecins. Et donc, les écoles, il y en a pas beaucoup, en humaine, je veux dire. Hein. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé ces écoles-là. Et après, je me suis dirigée vers le vétérinaire à IVAS, parce que IVAS, c'est International Veterinary Acupuncture Society. Et ça, c'est international. Je veux dire, c'est une coupole internationale qui certifie. Et donc, tu as une certifie qui garantit une certaine qualité mondiale. Voilà. Et c'est pour ça que je suis tombée sur ces organisations-là pour l'apprendre. D'accord. Et donc tu vas à Anvers, tu commences à te former progressivement, et après tu retournes voir Émile. Comment ça se passe quand tu es un peu formée? En fait, tu dis ça y est. Ouais, quand je suis un peu formée, je me suis rendu compte, bah oui, c'est super intéressant parce que tu vois des choses chez ta belle-maman, t'es ta maman, t'es ton mari, chez les gens autour de toi, tu commences à te rendre compte que c'est toute une autre vision des choses qui s'ouvrent à toi. Et ça commence à être une vie. Et en fait, vu que ça n'allait déjà pas très bien dans l'association et qu'on a toujours eu le rêve avec mon mari, ben on s'est dit, on est jeune, c'est le moment maintenant, on veut partir en tour du monde. C'était le fait que c'était un rêve, vraiment un rêve. On s'en rendait pas compte, est-ce que c'est possible ou pas. Et en fait, durant que j'étudie la médecine chinoise, durant que je travaille dans l'association, on s'est dit, ok, si on part pas maintenant en tour du monde, on le fera jamais. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, en fait, on s'est dit, écoute, on part. Et donc 2-3 ans après être sorti de Liège, on est parti. Et donc j'avais fini une partie de mon curriculum en médecine chinoise humaine. Et en fait, on est parti en tour du monde avec notre voiture pendant quasi 4 ans. Et notre ligne rouge était d'aller rencontrer aussi les animaux en extension dans leur habitat naturel, dans leur écosystème. Et le petit truc que j'avais eu en étudiant la médecine chinoise, ben, c'était une ligne aussi qui me poursuivait, c'est que j'allais à la rencontre des guérisseurs indigènes. Donc, j'allais aussi voir vraiment dans les petits villages comment ils cuisinaient, comment ils utilisaient leurs plantes, j'étais un petit peu j'étais déjà attirée par ça et j'ai continué cet apprentissage lors du voyage. Et c'est seulement après le voyage que je me suis dirigée vers l'apprentissage de la médecine chinoise chez les animaux, quoi. Donc oui, Emile Van Den Bosch était toujours là et il disait, une fois que tu auras ta base en humaine, tu vas commencer à apprendre ça sur les animaux. Mais vu que j'étais dans des pays asiatiques et que j'étais dans des trucs, j'ai quand même vu aussi, j'ai pu voir comment cette médecine se pratique aussi sur le terrain là-bas. Mais donc voilà, il y a eu une petite coupure, disons, pour apprendre l'acupuncture, la médecine chinoise durant ce tour du monde. Parlons-en alors de cette coupure, parce que c'est pas une petite coupure. D'abord, ton conjoint, donc il est pas vétérinaire, mais clairement attiré par les animaux. Donc, je suppose qu'il quitte son boulot alimentaire en Belgique. Vous décidez de partir et voilà, comment ça se passe? En fait, c'est un petit peu c'est intéressant à savoir cette petite anecdote parce que moi, je pouvais rêver et vouloir faire tout ça et dire, oh, oui, écoute, on pouvait en parler entre nous, je veux partir à l'étranger, mais tu vois, pas oser prendre le pas. Et je peux juste dire que c'est grâce à mon mari, compagnon à ce moment-là, hein, qu'il dit, écoute, ouais, si on le fait pas, si on décide pas, ça n'irait pas. Tu vois, moi, je pouvais aller chez le coiffeur qui avait entendu que la tante de tel copain s'est fait attaquer au fin fond du Brésil, que donc partir c'est dangereux. Donc moi, je vivais dans la peur. Beaucoup plus que lui. Et du coup, si ça dépendait de moi, je serais jamais partie. Et donc, je me suis dit, écoute,
on suit à l'aveugle. On a peut-être une vieille Mazda B2500 avec une cabine dessus. Tout le monde disait, mais vous allez jamais atteindre l'Asie, ça n'ira jamais. C'est une vieille voiture. Pour partir autour du monde, vous avez besoin d'un Land Cruiser ou un Defender. Mais écoute, on avait ce budget-là, donc on est parti avec cette vieille petite voiture. Allez, vieille petite voiture. C'était un moteur atmosphérique, donc il y avait même pas de turbo, mais on l'a fait, on est parti. On est sorti de l'Europe. Je peux te dire que le premier mois, c'est pas évident parce qu'en fait, tu vis avec tes petites réserves. On s'était dit, écoute, on va vendre nos voitures. On a fait ça et on s'est dit, écoute, si on peut travailler en chemin, on travaille en chemin. Et lui, en fait, ça faisait aussi pas super longtemps qu'il travaillait. Donc, avant les 5 ans, quand tu travailles dans une entreprise, un congé sans solde, c'est pas évident. Mais donc, du coup, il est allé voir ses patrons. Il a dit, écoute, moi, je veux faire ça maintenant. C'est pas grave, vous pouvez me donner ma démission. C'était vraiment audacieux dans le sens, on ne savait pas. On se jetait dans le vide. Et puis, c'est l'entreprise qui avait dit, non, ok, on veut te garder, on voit ton potentiel, qu'est-ce que tu veux? Et puis à ce moment-là, il a dit, écoute, je voudrais un congé sans solde d'1 an et demi. On voudrait atteindre l'Australie. Et d'accord. Et donc, du coup, c'est grâce à des patrons, en fait, je veux dire, dans son entreprise, qui sont aussi très humains, ce qui n'est pas toujours le cas, qui ont vu ce potentiel de oser faire quelque chose, qui nous ont amené à nous avoir un an et demi sans solde, un congé sans solde. Et c'est comme ça qu'on est parti jusqu'en Australie. Et après 1 an et demi, on a atteint l'Australie. Et puis là, on s'est dit, écoute, c'est pas fini. C'est pas fini pour nous. On a su travailler en Australie. On a fait toutes sortes de jobs pour mettre de côté. J'ai même pu travailler dans une clinique vétérinaire avec les animaux sauvages en Australie. Donc, je veux dire, point de vue expérience personnelle, pour moi, c'était super intéressant aussi. On s'est dit, écoute, on essaye de mettre de côté et on repart. Et puis, c'est comme ça quand JF a rappelé son entreprise et ils ont dit, écoute, on voit ce que vous avez fait. Il y aura toujours une place dans l'entreprise et voilà. Et on est parti encore 2 ans de plus de l'Amérique du Sud jusqu'au Mexique. Voilà. C'est un petit peu hectique au parcours, mais je peux dire que je ne regrette pas que j'ai rencontré quelqu'un qui a osé prendre le risque et le faire. Et c'est ce que je dirais. Faut vivre son rêve. Et puis les solutions viennent en chemin. Et c'est ce qui s'est passé en fait pour nous. Ouais. Ouais. Alors il y a bien sûr plein de questions qui me viennent. Déjà, est-ce que la vieille Mazda a tenu les 3-4 ans? Les 4 ans? Pas tout à fait, mais oui. Mais en fait, en gros, mon deuxième boulot pourrait être mécano parce que je reconnais quand il y a de l'huile dans le moteur, dans le moteur, quand il y a de l'essence qui est mal brûlée, quand la combustion se passe pas. J'ai passé pas mal de temps dans les petits garages. J'ai changé les pneus et tout ça. Donc la Mazda, en fait, elle a cassé la première fois, mais vraiment cassé parce qu'on avait un deadline, en fait, un temps limité. Pour un visa chinois, on devait arriver en Chine vraiment à une certaine date. Et on a dû passer par la Russie, par la Sibérie, en à peine une petite semaine. Et la Russie ne rigole pas. T'as un visa transit, donc tu dois atteindre la frontière. Et donc, on est arrivé en Chine. La Mongolie, on va dire, par la Mongolie, parce qu'on devait rentrer en Chine par la Mongolie. On est arrivé en Mongolie et là, on entend un énorme crack. C'était notre châssis qui avait cassé, parce que la cabine, comme on appelle ça, la petite caravane au-dessus du pick-up, est assez lourd. Et sur de la tôle ondulée et sur les routes en Russie, voilà, c'est pas évident du tout. Et donc, le châssis avait cassé. Et une première fois, on a soudé
le châssis en Mongolie, encore à l'arc à flèche, avec un Mongol qui a soudé ça avec des parts de train du train transsibérien. Donc en fait, on a rafistolé notre carrosse, notre Mazda, et on a pu continuer le chemin. Et voilà, c'était une vieille voiture, c'était pas évident, mais on y arrivait. Donc on l'a réparée nous-mêmes. Puis on était sponsorisé en Australie, on a eu énormément de parts de voitures, des nouveaux amortisseurs, un snorkel. On s'est vraiment fait aider par les Australiens parce qu'ils ont dit mais vous avez fait comment, vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est chouette. Et donc du coup avec le sponsoring et tout ça, on a atteint les Amériques. Et en Amérique en fait, dans les Andes, très haut, on a de nouveau donc près du Salar de Uyuni en Bolivie en fait, on a cassé de nouveau une deuxième fois. C'était là que les pistons non, c'était notre arbre à canne. C'était vraiment notre arbre à canne du moteur qui a cassé. Et donc, du coup, on a laissé notre voiture près d'une mine en Bolivie. On est descendu avec des camions jusqu'en Chili. Et là, on a refait cet arbre à canne et on est remonté dans les camions à soufre vers notre voiture. Et là, JF a réparé ça à 4000 mètres d'altitude. Et puis, voilà. C'était un petit peu, oui, ça n'a pas tenu tout le temps. Mais en fait, je dois dire que cette voiture nous a appris aussi à, voilà, c'est pas toujours la fin du monde. Pour moi, c'était la fin du monde. À chaque fois, je veux dire, tu vois le couple qui s'engueule, il dit, c'est pas possible, ça n'ira pas, c'est fini, c'est possible. Et on s'était dit, on va pas rentrer en Belgique, parce que nous, on rentrait pas en Belgique durant ces 3 ans et demi. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on allait rentrer en Belgique, c'était un budget pour nous. Ça nous permettait de continuer un mois. Et on n'avait pas envie de louper une période, quoi. Donc on n'est pas rentré du tout. Et du coup, on était vraiment l'un sur l'autre tout le temps. Et je veux dire que oui, si c'était pas la voiture qui cassait, c'était un de nous deux qui en avait marre. Et puis souvent, ça arrivait au plein milieu de nulle part. Et donc, du coup, en voiture, tu peux aller à des endroits vraiment où il y a personne. Et puis, chaque fois, c'était moi qui partais, quoi. Tu vois, je râlais et puis j'allais râler 5 minutes. Première fois, c'est JF qui venait me chercher et puis il me ramenait à la voiture. Mais ça va aller, on va continuer, c'est bon. Deuxième fois, voilà, t'attends un peu plus longtemps. Allez, moi, j'attendais un peu plus longtemps. Il vient pas me chercher, ça va pas, tu vois. Troisième fois, il revient pas, c'est moi qui rentre à la voiture. Là, c'était au Pantanal, je ne sais pas. Et la quatrième fois, c'est carrément lui qui part. Et là, tu fais plus la maline et tu dis, oula, oui, peut-être que j'ai le miroir en face de moi. Je dois aussi me poser des questions sur moi. Et voilà. Mais donc, c'était le voyage. C'était vraiment l'université de vie pour nous deux, quoi. Point de vue personnel, mais aussi point de vue. C'est un peu comme on voit la vie un peu différente maintenant à cause de cette expérience-là. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit non là c'est plus possible, faut qu'on rentre? Oui. Oui, oui. Là, quand on a cassé, donc en fait, on a changé cet arbre à canne en Bolivie. Elle a redémarré la voiture, tant bien que mal. Elle roulait et puis une deuxième fois, vu que on avait les valves on sautait, et une deuxième fois, on a atterri vraiment au Chili, en plein milieu de nulle part. Mais via, on avait rencontré un voyageur qui habite au Chili, qui a dit, écoute, le jour où tu arrives à Santiago, tu es bienvenu chez nous. Ce qu'on faisait souvent. On passait beaucoup de temps avec les locaux, et on essayait de les aider. En échange, déjà, c'est très riche. Et donc, on arrive finalement avec notre voiture qui fume de derrière, qui fume blanc. On savait très bien qu'il y avait un problème avec le moteur. Et puis, on retourne à Santiago. Et on est là. Et puis là, tu dis, c'est bon, on doit rentrer, la voiture est cassée, quoi. Et puis là, finalement, via, dans une petite favela, donc dans le plus boui-boui de Santiago, il y a un vieux monsieur, Don Juan, qui nous aide à réparer le moteur. On sort le moteur carrément dans sa petite cour là derrière. Et moi, je passe les journées à regarder les comment dire, les télé-réalités là, à la télé avec sa femme Melania, et on fait des empanadas et tout ça. Donc, je veux dire, au moment où tu es le plus loin, tu te dis, écoute, il nous est toujours arrivé quelque chose qui est magnifique, et
Et voilà. Donc oui, on a eu ça plusieurs fois, mais chaque fois, on a eu de l'aide, des gens qu'on avait rencontrés ou des nouvelles personnes. Oui. Ouais, des signes que le voyage n'était pas fini. C'est ça. Ouais. Et tu parlais de peur au début, avant de partir. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es réellement sentie en danger pendant vos périples? Oui, on l'a eu plusieurs fois, mais une des règles qu'on avait, c'était que si un de nous deux ne sentait pas un endroit ou une personne, on partait. Donc ça pouvait être dans la rue, ça pouvait être autre part. On a eu ça une fois à Brasilia dans la rue et on l'a eu une fois à Belize. Juste en côtoyant des gens qu'on sentait tous les deux, oulala, ça c'est pas correct. Mais avant, en fait, on faisait gaffe à deux choses. On ne dormait jamais au milieu de nulle part tout seul. Donc chaque fois, tu étais dans un petit village, on restait avec les locaux, on demandait. Ou soit il y avait un petit resto, on demandait si on pouvait garer la voiture devant, ou sur des parkings, ou avec les camionneurs. Donc voilà, ça nous a aidé beaucoup aussi. Donc juste le common sense de pas rouler quand il fait nuit et de quand même toujours regarder où on dort. Et une fois, on n'avait pas demandé, on s'était dit c'est bien ici, on est à côté d'une plaine de jeux, ça c'était en Kazakhstan et un local est venu nous voir. Et puis il explique plus ou moins avec une langue de signes qu'on peut pas rester là. On comprenait pas grand chose. Il dit vas-y, allez-y, continuez. Mais là c'était impossible parce que les routes au Kazakhstan, c'était des fois des cratères dans la rue, donc impossible. Et la nuit tombait. Et donc finalement il nous a escortés jusque chez lui. Il avait vu qu'on avait mangé, on a remangé, on s'est refait inviter à manger. Donc oui, c'est chaque fois des petits signes qu'on devait continuer ce voyage, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris pendant ce périple? Qu'en fait, partout dans le monde, on peut avoir une différente couleur de peau, une différente couleur. Au fin fond des gens, c'est toujours un humain et on est les mêmes. On vit dans des environnements différents, mais l'humain s'est adapté à son environnement. Donc, il a appris, comme pour moi, dans ma médecine maintenant, ils ont appris à utiliser ce qui se passe autour d'eux. Aussi, l'entraide, le fait de garder les choses simples, mais de cuisiner bien, de faire bien à manger, par exemple, c'est une partie de la santé. Ça fait partie. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que ça fait quand même il y a plus de 10 ans maintenant, c'était encore là. Les gens vivaient plus simplement, tu trouvais encore des gens plus simples, mais l'Occident rattrape beaucoup de ces cultures. Et donc, du coup, dans beaucoup de cultures, ce qui m'a frappé, c'est que ce regard que les gens ont, qui pensent que tout est mieux dans l'Occident et que nous, on a la sainte graal de la médecine des choses et qu'en fait, les gens aspirent vers ce que nous, on a à l'Occident, tandis que moi, je me rendais compte de cette beauté, cette simplicité des gens locaux. Et tu vas dire, ouais, mais tu vois, Julie, ils avaient rien, tu peux pas juger, toi, t'as tout, tu as vécu dans un confort occidental. Oui, peut-être, mais dans le sens que je me disais, je voyais un papa avec son fils dans la jungle, c'était où ça? C'était au Laos, et qui revient avec une carcasse d'un animal vraiment en danger. C'était un carnivore, c'était, je sais pas ce que c'était, mais quelque chose que tu dis, tu ne tues pas ça comme ça, quoi. Et qu'il avait tué pour vendre. Ils vendent ça pour nous, pour l'Occident, et parce que lui doit nourrir sa famille. Donc en fait, l'Occident est vite dans le jugement de ça c'est pas bien, c'est mieux, il faut qu'on construise des hôpitaux, il faut qu'on construise des écoles. Moi, j'avais ce sentiment que alors non, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'eux ils peuvent nous apprendre, dans quoi on peut les aider, oui, mais comment on peut leur faire valoriser ce qu'ils ont, quoi. Et en fait, que c'était en Asie, en Amérique du Sud, les coutumes sont un peu différents, mais l'esprit est le même, quoi. Ouais, c'est ça qui m'a le plus frappé et c'est pour ça que d'ailleurs je dis, si je fais une médecine traditionnelle, allez, on appelle ça une médecine traditionnelle, la médecine chinoise, elle est
90% similaire à une médecine traditionnelle indienne, une médecine traditionnelle Amérique du Sud. 90%, même une médecine celtique ici, 90% de la base est la même. C'est juste adapté, les principes sont les mêmes, la façon de diagnostiquer est plus ou moins la même. C'est juste qu'on s'adapte à l'environnement où on vit, quoi. Et voilà, et des petites influences. Ouais. Donc le voyage m'a frappé qu'on n'est pas si différent dans toutes les parties du monde. Et d'ailleurs, parlons-en de tes expériences vétérinaires là-bas. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui recherches activement ou tu rencontres sur ton chemin des cliniques? Quelle partie de ton temps, de votre temps, vous passez à travailler? Ah oui, donc on a fait les deux. Vu que notre ligne rouge était l'espèce en voie d'extinction dans son habitat naturel, donc on avait beaucoup de visites aussi. Donc on allait chercher chaque pays, on se renseignait sur les animaux en danger, les associations qui travaillaient avec eux, mais aussi on allait faire des treks et on allait on essayait de rencontrer les locaux avec qui on pouvait aller voir même le serpent rare, l'araignée rare, pas que le panda ou l'orang-outan, pour montrer aux gens en fait que c'est la préservation de l'habitat, de l'écosystème qui est super important. Donc en fait, j'avais un côté santé qui n'était pas dans la pratique vétérinaire, mais que je voulais montrer que l'animal mange, donc l'animal doit survivre dans un environnement et finalement, si l'animal est là, nous on aura une nourriture. L'humain en fait fait partie de cette chaîne alimentaire. Donc ça c'était une partie de notre pas boulot, mais notre voyage. Donc, on allait à la rencontre dans des lieux insolites qu'on voulait montrer que c'était intéressant de le préserver. Et deuxième chose, chaque pays, j'allais à la recherche des associations qui travaillaient avec les animaux domestiques, donc que ce soit les vaches, les chèvres, les moutons, les lapins, mais aussi chiens, chats. Et d'une côté, c'était aussi une gestion de la population. Donc, ce que j'ai fait beaucoup, c'est aider des campagnes de stérilisation pour le contrôle de la population, principalement pour moi, pour préserver les autres animaux, la faune sauvage, parce que voilà, il y a toujours une compétition et tout ça. Donc, ça, c'était une des choses. Et deuxième chose aussi, c'était que via, comme ça, j'ai eu de la chance de pouvoir travailler avec des vétérinaires locaux, mais aussi des vétérinaires qui sont sortis de Liège et tout ça, mais qui travaillent en Asie dans des refuges, dans des parcs, et avec qui j'ai pu faire des chirurgies, avec qui j'ai pu apprendre des actes sur les animaux sauvages, on va dire. Ouais. Donc c'est un peu les deux. Donc c'est vu que tu dors chez des gens, le mot passe vite et puis tu rencontres des gens, les gens disent allez là-bas, allez voir là-bas, et comme ça on toquait aux portes à la rencontre des gens qui travaillaient avec cette médecine vétérinaire. Oui. Donc un peu les deux. Et comment ils réagissaient les locaux quand justement vous leur expliquiez, j'imagine parfois tant bien que mal, ont vu des freins, des barrières de langue. Par rapport à cette démarche, ça leur parlait? Oui, au début pas. Je veux dire, c'était très tôt, on rencontre que les gens disent, on est un peu le blanc qui vient et qui amène. Donc en fait, les locaux, ils comprenaient pas que je venais pas avec une mission de médicaments et tout ça, parce que des fois ils disent oui, venez nous aider, venez nous faire ça. Ce qui est le plus frappant, c'était par exemple en Thaïlande, j'arrive dans vraiment une association connue, beaucoup de occidentaux, ils passent les vacances et ils vont stériliser les chiens dans cette association-là. Et puis le vétérinaire local, il me dit, écoute, on t'attendait. Et il y avait, je veux bien dire, 7 chiens dans un pitoyable état, dans une benne de pick-up. Puis tu dis oui, bonjour, qu'est-ce que je dois faire? Non, il faut d'abord euthanasier tous ces chiens-là. Ah, je dis, bon, d'accord, ok, c'était pas difficile de voir qu'il fallait les euthanasier parce qu'ils étaient vraiment, vraiment pas bien et on est quand même vétérinaire avant tout. Mais donc là, c'était, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous êtes vétérinaire.
Ah ben non, pour la religion, je ne sais pas le faire. Je ne peux pas toucher au chien. Ah d'accord. Donc, vous pratiquez les chirurgies. Oui, ça je peux parce que je mets mes mains et puis je me lave 7 fois les mains après. Voilà, c'était oui, ok. Respect de la religion. Il y avait ça. Donc en fait, des fois, certaines cultures et certains vétérinaires m'expliquaient, voilà, nous on vous attend les occidentaux pour nous aider de ce point de vue-là parce que nous il y a des choses qu'on ne fait pas. Autrement, c'était aussi des endroits où les gens disent, écoute, vous avez des antibiotiques, vous avez des anti-inflammatoires parce qu'il faut vraiment sauver ça. Tandis que souvent, tu voyais quand même des locaux qui avaient déjà essayé des choses plus traditionnellement, mais c'était mal vu. Ou des fois, vraiment, là où il n'y avait pas le choix, il y avait le moins de contact avec l'Occident, ça se faisait et c'était bien. Et il y avait un respect de ces gens-là qui aidaient les animaux, plus avec des combinaisons de plantes, beaucoup plus traditionnelles. Donc, j'ai vu un peu les deux. Je dois dire que c'était bien accueilli parce que tu es un petit peu là à faire leur boulot. Et des fois, un petit peu, j'étais vue un peu bizarre parce que très vite, ils comprenaient que moi, je m'intéressais très, très fort à ce que eux ils savaient et ils étaient un peu perturbés, quoi. Pourquoi j'étais pas le blanc qui venait avec ma façon de voir les choses? Moi, j'étais surtout là, apprenez-moi comment vous voyez, comment vous ferez. Et c'est comme ça que les premiers contacts étaient un peu différents, mais quand tu montres un respect pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font, très vite, c'est des portes qui s'ouvrent et que tu es là, t'essayes d'expliquer que voilà, c'est pas nécessairement mieux de venir vivre dans l'Occident, que les prix de l'eau c'est autant chez nous, un pain coûte autant. Donc, on passait beaucoup de discussions autour des repas à expliquer que elle aurait essayé de l'expliquer un peu la réalité. Même que nous, on a facile à dire parce qu'on vit dans ces pays-là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as documenté tout ça? Tu avais un blog à l'époque On avait un site web où on avait notre site web www.bearoundtheworld.be, donc BE de Belgique et puis aroundtheworld.be. Et on a essayé de faire un max d'expliquer ce voyage, surtout nos rencontres et tout ça. Ça nous a pris beaucoup de temps. Il n'est pas complet parce qu'il y a certaines parties que on a finalement jamais fini. Mais donc, et aussi, ça c'est notre blog, mais surtout moi, je me suis forcée à tenir un journal. Et ça c'est rare parce que je suis pas quelqu'un qui écrit, mais j'ai mes journaux écrits de ce voyage. Ça j'ai. Ouais. Et qui sont quelque part. Et voilà, que j'ouvrirai peut-être un jour de nouveau. Ouais. Peut-être les transformer en livre à un moment donné, raconter ton histoire. Peut-être. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Est-ce que... alors après, on va basculer sur la suite, mais je pense on pourrait limite faire 2 podcasts, j'ai l'impression, sur tout ce que tu racontes. Est-ce que tu as un plus beau souvenir qui te vient à l'esprit Oh, ouais, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, j'imagine. C'est chouette comme question, mais j'ai tellement vécu des super moments et des moments super durs. Je n'en ai pas un, mais donc du coup, juste pure intuition maintenant, ce qui me vient maintenant à l'esprit, c'est qu'on est au Kyrgyzstan et que je suis en haut, à côté d'un lac et on vit on est invité chez les locaux. Et puis, les locaux, ils ont un tout petit enfant, et on se fait inviter pour manger. C'était super difficile parce que voilà, c'était juste la vieille pique de montagne, je te jure, qu'il fallait aller gratter avec un couteau les tendons et les manger comme ça. Je veux dire, c'était pas évident du tout. Mais après, on s'est fait inviter. Là, c'est vraiment, il y a personne à jouer un jeu. Ça s'appelle Akeme, à la lumière de la pleine lune. Et c'était vraiment les vieilles femmes, les hommes, tout le monde est invité à jouer. Il y a 2 camps. Et il y a justement cette vieille patte de bique qui est jetée en l'air et que
en fait, les gens se battent, les deux teams se battent pour l'attraper, et tu dois gueuler, aller crier Akeme quand tu l'as, et puis les autres doivent essayer de l'attraper. Et on s'est fait inviter à ce jeu-là, et c'était juste un moment magique. Après, le lendemain, ils nous ont donné un de leurs chevaux, qui était un champion de ces jeux-là, quoi. Je veux dire, un champion Kirghiz. Kirghiz, un super petit cheval. Et ils nous ont donné ce cheval-là parce qu'en fait, il fallait qu'on retrouve notre voiture et tout ça, donc ils nous ont aidés. Et puis quand on est parti, en fait, il nous a un des hommes nous a donné un fouet qu'il a fabriqué lui-même avec cette patte de mouton pour nous remercier, quoi. Et donc c'est une super jolie histoire comme ça. Et là, c'était génial parce que là, ils boivent encore le kumis, ils traient leurs juments, ils soignent leurs juments avec le lait. C'était super beau à voir que toute la famille, la communauté participait au bien-être de tout le monde, en fait, et que le jeu, la nourriture, la vie de passer entre le lac et le petit village en hiver était super harmonieux. Ouais, ça c'est un beau souvenir. Ouais, C'est un c'est très beau peut-être pas le souvenir. plus beau, voilà, c'est un super souvenir. Ouais. En tout cas, c'est celui qui était venu là et c'est ça qui est, Ouais. c'est ça qui est important. C'est ça. Je pense qu'on pourrait encore discuter, ou tu pourrais encore discuter de tes voyages pendant des heures. À quel moment vous vous dites, ça y est, là, faut qu'on rentre? Ouais, justement, ça, c'était pas choisi. On aurait encore continué, parce qu'en fait, chaque fois, on a pu travailler en Australie et on essayait de mettre de côté. Donc, on a fait toutes sortes de jobs, quoi. Je veux dire, on a fait des mariages, on a nettoyé des boxes de chevaux, on a fait qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a cueilli des légumes, on a fait des plans. Mon mari a fait des plans pour des ingénieurs. Moi, je travaille dans des cliniques vétérinaires au salaire des infirmiers, mais c'était super bien. Et donc, en fait, au bout de, comment dire, la deuxième fois que mon mari a appelé pour dire, il faut qu'on continue, désolée, mais cette fois-ci, je vais pas vous tenir plus longtemps à me garder dans votre entreprise. Vous pouvez me donner mon C4 maintenant. Et puis là, ils ont dit, non, vous avez 2 ans de plus. Et c'est pour ça qu'après cet 1 an et demi, on a continué 2 ans. Et c'est au moment où on arrive en Mexique que JF reçoit un coup de téléphone de l'entreprise en disant voilà, là il faut rentrer parce qu'il y a un projet qui ouvre et donc si tu veux garder ton boulot dans l'entreprise, il faut que tu rentres au mois d'octobre. Et donc voilà, on a bien parlé ensemble et on s'est dit écoute, non, c'est intéressant, voilà, on peut pas continuer, on ne doit pas continuer comme ça. Je veux dire, c'est une occasion aussi que le boulot avait donné. Donc, voilà, c'était le moment à rentrer. C'était aussi le sentiment qu'on avait tous les deux. Et j'étais enceinte, justement, ouais, à ce moment-là, de notre grande Zia, j'étais enceinte de 6 mois et demi, 7 mois, je crois, quand on était au Mexique. Voilà, mais c'était pas ça qui nous a fait rentrer. Et, voilà. Mais c'était les deux choses ensemble. Donc, on est rentré en Belgique à ce moment-là. Ouais. Je me permets de poser la question parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit. Il travaille dans quoi, ton mari? Mon mari, voilà, il est à la base, il est ingénieur en électromécanique. Donc, c'est un ingénieur aussi. C'est comme ça que je l'ai rencontré à Liège. Et donc, mon mari, il a travaillé sur, en gros, très simplement à la conception des moteurs d'avion. Et après, on a vraiment, vu qu'on revenait de ce tour du monde qui nous change, ou comment je veux dire, qui remonte quelque chose chez toi qui fait que tu regardes la société un peu différent. Donc au bout de 3 ans et demi, il est retourné dans la même boîte, même collègue, même chose. Et puis tu te rends compte au bout de 3 ans et demi, c'est comme si tu es parti 3 semaines.
Et ça, c'est choquant. Je veux dire, et que tu as un numéro dans une boîte, autant que les DRH et tout ça à cette époque étaient vraiment des gens exceptionnels aussi. Je ne dis pas que c'est encore comme ça, hein, qui pouvaient faire ce tour du monde, parce qu'eux, ils avaient compris l'expérience que tu vas faire durant ton tour du monde, ben c'est super bénéfique pour notre boîte. Mais JF s'est retrouvé là et il s'est dit, écoute, c'est pas ça. Je veux dire, c'est bizarre, quoi. On vit dans une société de dingue. Et donc, du coup, très vite, il s'est formé en trainer coach en entreprise. Donc, il a travaillé, à guider les entreprises, en fait, pas que sur le bien-être, mais donc du coup ça. Donc il est devenu trainer coach. Il a fait ça quelques temps. Et en fait, en sortant de notre tour du monde, JF a eu l'occasion de passer le concours d'attaché économique et commercial pour la région de Bruxelles. Parce qu'en fait, on avait rencontré pendant notre tour du monde beaucoup d'attachés économiques et commerciaux, mais aussi des ambassadeurs et tout ça. Et ils ont dit, mais écoute, ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi. Parce qu'on a toujours besoin de gens pour faire le lien entre la Belgique et l'étranger dans plusieurs pays. Et il a passé le concours quand on est revenu du tour du monde. Donc, en travaillant à l'entreprise qu'il avait quittée avant le tour du monde, il a en même temps passé le concours et il est sorti premier. Donc, il est sorti premier de ce concours. Donc, et tu te retrouves sur une liste de réserve, on va dire. Donc, s'il y a un poste à l'étranger qui se libère, t'es appelé. Seulement que lui, il a été appelé 4 ans après. Donc après notre tour du monde, je veux dire. Donc du coup, tu continues ta vie parce que tu ne vis pas pour un poste comme ça, mais c'est juste une truc. Et donc du coup, quand est-ce que ce posting est tombé? 4 ans après notre tour du monde, et moi à ce moment-là, j'étais enceinte de notre 3e. Et en fait, tu reçois un coup de fil de Bruxelles, JF reçoit, ils ont dit, vous avez 3 semaines pour décider, le poste à Chennai en Inde est libre, dites-nous quoi dans 3 semaines. Mais justement, le bébé, voilà, Ruby est né, dans le jour après ces coups de téléphone, on va dire. Donc moi, incapable de décider, est-ce qu'on part en Inde, pour combien de temps, est-ce qu'on change notre vie comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que JF a décidé pour nous deux, on a accepté le poste, et quand notre 3e avait 8 mois, on est parti vivre en Inde, pour le boulot de JF comme attaché économique et commercial, finalement. Donc JF a fait plusieurs boulots, pas parce que ça n'allait pas, mais par le fait que voilà, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente à moi. Est-ce que des fois c'est pas évident en famille, parce qu'en fait dans un couple c'est toujours pas évident. On suit carrière de qui, on fait quoi? Fallait trouver toujours un petit équilibre. Donc moi aussi je me rétablissais, c'est pas le mot. Je me réinstallais ici, j'étais bien installée de nouveau en Belgique, et puis là hop, on repart, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Plusieurs boulots. Oui. Multicasquette. Voilà. Et c'est ça. Du coup, il se passe quoi pendant ces 4 ans? Bon, clairement, tu as 3 enfants, donc ça c'est déjà une première chose qui prend bien du temps, j'imagine. Tu te réinstalles en tant que vétérinaire? Comment ça se passe? Oui. Je me réinstalle en tant que vétérinaire, où je suis indépendant, en fait, et que je travaille principalement référé en médecine traditionnelle. Donc, vu que j'ai commencé la médecine chinoise, c'est principalement mon acupuncture que je vais utiliser, mes herbes chinoises et ma nutrition. Et donc, du coup, j'ai énormément de 2e ligne, donc les gens qui venaient me voir, et je travaillais à plusieurs endroits, on va dire, et donc indépendant. Et puis aussi j'ai commencé à donner cours justement en nutrithérapie chinoise et en acupuncture, quoi. Donc je faisais et en même temps, tu continues à te former. Je me suis formée en Espagne en homéopathie, et puis aussi, comment je veux dire, la médecine
traditionnel, ce n'est pas que une acupuncture, c'est pas qu'un massage, c'est comme je dis, une nutrition, c'est la phyto et tout ça. Et donc, tu vas essayer de combiner des choses et s'adapter à ce que c'est possible pour les gens, mais aussi à l'environnement et tout ça, quoi. Donc, c'est principalement ça que j'ai fait pendant ces 4 ans, en m'occupant des enfants. Voilà. Est-ce que, malgré le fait que j'entends bien que c'est une entité plutôt que des choses indépendantes, est-ce qu'il y a quand même une médecine traditionnelle vers laquelle tu te sens plus attirée? Non. C'est juste que j'ai commencé mon parcours avec la médecine chinoise, mais comme je dis, c'est la philosophie, c'est la façon dont une médecine traditionnelle, c'est pas une médecine traditionnelle, c'est quelque chose qui a 5000 ans, que ce soit chinois, que ce soit indien et tout ça, c'est quelque chose de très ancestral qui s'est donné de bouche à oreille, qui s'est codifié comme l'Ayurveda, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a tellement une variété là-dedans. Ici, en fait, c'est un petit peu la médecine de sorcier. Je veux dire, quand je mets mes plantes chinoises ensemble, les gens disent, mais pourquoi? Est-ce que c'est le plantain comme antihistaminique? Je dis non, on réfléchit pas comme ça. J'ai dit le plantain, il a telle énergie, il va faire bouger, il va tonifier ceci, il va rentrer tel méridien, par exemple. Et donc, c'est au-delà de juste quelque chose de naturel pour un symptôme de nouveau. C'est quelque chose que je n'invente rien de nouveau. C'est quelque chose que nos ancêtres savaient et qui se donne de génération en génération. Et comme je dis avec les herbes chinoises, c'est comme si je fais la marmite de sorcier. Je peux mettre un peu de bave de crapaud avec une toile d'araignée parce qu'en fait, la toile d'araignée va faire ça. Le plantain va faire ça. Donc, il n'y en a pas une qui m'attire plus parce que ils ont tous leur place. Comme j'ai dit, l'environnement, pour moi, joue beaucoup, le climat. Donc, il y a des plantes qui poussent dans un certain climat et pas dans un autre. Et ça, pour moi, c'est au-delà des choses. Donc, je vais utiliser plutôt la médecine traditionnelle du pays où je suis, ou essayer en tout cas. Maintenant, oui, médecine chinoise, on va dire oui, c'est principalement des plantes exotiques, pas que, non. C'est les formulations sont pas que des plantes exotiques. On a des plantes de chez nous, ça peut être une menthe, ça peut être un thym qui est là-dedans, ou du pin. Voilà, donc non, je ne dirais pas qu'il y a une médecine traditionnelle qui m'attire plus. C'est quelque chose qui est plus vieux que nous. Et moi, je dis justement, c'est la médecine occidentale allopathique qui est un petit peu alternative pour moi parce qu'elle n'a que 200 ans. Elle n'utilise pas autant de plantes. Elle est très très récente. Donc il faut combiner les deux. Donc moi je dirais, elle a sa place dans cette médecine traditionnelle. Et comment c'est perçu alors dans ton entourage? Parce que tu parles de faire du référé de seconde ligne. C'est les vétérinaires qui se rapprochent de toi, c'est les clients directement? Les deux, je peux dire. Moi, je dis souvent, ne jugeons pas avant qu'on le connaît. Et en fait, beaucoup de vétérinaires, et je ne juge pas les gens, les collègues, on connaît pas, on l'a pas appris. Donc, je parle aux confrères à ce moment-là, on l'a pas appris. On a fait 6 ans, de médecine allopathique. On a appris cette médecine de ces 200 dernières années, comme je venais de dire. Donc, on connaît pas mieux. Moi, c'est juste une porte qui s'est ouverte et j'ai appris plus dessus. Et donc, du coup, j'essaye maintenant de faire le lien avec les vétérinaires qui connaissent pas. Et comment, au début, c'est pas évident parce que il faut du résultat. Faut que on doit voir. Même moi, je dois voir pour croire. Pas nécessairement juste expliquer tout par la science, mais si un guérisseur au fin fond du boui-boui sait aider à guérir cette plaie, ben je dois pas avoir une explication scientifique derrière. J'ai vu que ça marche et ça marche, que ce soit. Et donc du coup, je me suis rendu compte que je devais travailler comme ça aussi. Et donc au début, oui, c'est vrai que c'est les gens qui ont eu cette médecine pour eux-mêmes ou qui sont ouverts à ça, qui cherchent quelque chose pour leur animal qui est différent. Et donc ces gens-là, quand ils ont du résultat, c'est pas que je leur demande de faire un post dessus, non, parce que je trouve que voilà, le via ça marche. Et je dis toujours, j'essaye de garder contact avec les vétérinaires qui normalement traitent cet animal en disant, ben voilà, si vous voulez vacciner, vous retournez chez votre vétérinaire. Si prise de sang, j'essaye toujours de référer tous les examens. Je dis,
allez chez votre vétérinaire et comme ça, tu gardes une confiance. Tu vois, c'est un réseau qui se crée et le vétérinaire commence souvent à s'intéresser ou pas, à dire, ça marche comment? C'est intéressant. Ben voilà, j'ai encore une hernie discale. Au lieu d'attendre un mois et de mettre sur certains médicaments, ben peut-être qu'on peut aller voir Juliette plus tôt pour aider à aller parallèlement avec la médecine normale à aider cette hernie discale, par exemple. Donc du coup, c'est vraiment une relation qui se crée. Il y a certains vétérinaires maintenant qui m'appellent et disent écoute, on te réfère tel et tel patient pour ça. Et donc moi, je trouve ça important à ce moment-là. Je prends mon téléphone et je les appelle parce que quand je dois écrire un rapport, c'est pas évident. C'est pas juste dire tu vois, ce n'est plus c'est un diagnostic de déficience de la rate. Les gens vont dire quelle rate? Oui, mais une rate chinoise n'est pas la même chose. Donc j'essaye de garder juste ça. Donc oui, référer en deuxième ligne pour des cas en fait que les vétérinaires, quand on est humble, on dit on ne sait plus. On a tout essayé, mais là c'est une dermatite chronique, là c'est diarrhée chronique, on ne sait plus quoi. Peut-être aller essayer. Donc au début j'avais souvent ça quoi. C'est le vétérinaire qui te réfère parce que voilà, j'y crois pas, mais essayez quoi. Tu vois, et on va voir un petit peu quoi. Ça c'est dur. Maintenant, je peux dire que j'ai les deux. Et j'ai aussi les gens qui en parlent. Il y a le réseau entre nous qui se fait aussi en médecine alternative. On doit s'entraider. Et si moi, je ne sais pas, je peux retourner demander à mes maîtres de stage. On continue à se former et à se voir. Et ça, c'est super important. Parce que des fois, tu peux te retrouver tout seul. Et je peux te dire, mais c'est pour un vétérinaire normal, c'est la même chose aussi. On réussit pas tout, on fait pas des miracles du tout, mais on doit savoir reconnaître quand on ne sait pas, mais qu'il y a peut-être une autre solution. Donc voilà. Moi, je réfère aussi, c'est pour ça que je dis intégrative. Non, il faut faire une prise de sang. Là, là, par exemple, on a une toxoplasmose, il faut traiter avec tel ou tel antiparasitaire et tout ça. Ouais. Voilà. Outre le doute et un peu de défiance, est-ce que tu as rencontré d'autres obstacles à cette pratique? Je pense notamment parfois aux institutions. Oui. Je vais dire que ces points de vue aussi, on a le business pharmaceutique autour de nous, donc il est très puissant. Point de vue nutrition aussi, c'est vraiment pas évident. C'est un gagne-pain pour beaucoup de gens. C'est une façon dont nos sociétés a évolué. Si tu ne vis pas des stérilisations et des ventes de croquettes, comment je vais dire, c'est pas facile pour parce qu'en fait, il faut aussi qu'on gagne notre argent d'une certaine façon. Donc, des fois, essayer de changer la façon dont les gens s'occupent de leur animal, en leur améliorant leur qualité de nourriture, en leur améliorant leur qualité de soins, ça prend du temps. Et donc, en fait, on passe des fois plus de consultes pour être moins rémunéré que si je faisais 15 minutes. Donc, ça, oui. Par rapport aux institutions, oui, c'est pas évident. Que les institutions, sans connaître, même les universités et tout ça, ils vont dire, non, n'allez pas voir un ostéopathe ni un acupuncturiste après chirurgie, parce que voilà, il y a rien à faire, ça ne marche pas à ce moment-là. Le plus dur, c'est de temps en temps des on-dit ou des choses qui sont dites qui sont pas tout à fait vraies, quoi. Parce qu'on est persuadé que ça reste une médecine de chaman, quoi. Tandis que c'est pas, c'est notre culture. On a tous ce parti traditionnel qu'on peut utiliser, comment on a été éduqué, que nos grands-parents nous auront même appris à juste dans notre éducation. Ouais, donc les institutions, c'est pas évident, quoi, parce que voilà, c'est principalement ça, mais ce n'est pas comme en médecine vétérinaire, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'aime pas souvent, l'être humain n'aime pas les choses qu'il ne connaît pas ou ne comprend pas. Donc Non, et surtout qu'on juge que ça a toujours été comme ça. Moi, je dis souvent,
et c'est peut-être un podcast entier. Regardez à l'histoire de la médecine. Regardez à l'histoire de la médecine et l'histoire des universités de médecine vétérinaire, par exemple, il y a 200 ans, on avait des écoles d'homéopathie, on avait des écoles d'herboristerie, on avait des noirs, des jaunes, des oranges, de peau, je veux dire, qui pouvaient pratiquer. Maintenant, c'est devenu une médecine, en fait, de blancs caucasiens. Et c'est un petit peu médecine de prescription aussi, principalement, quoi. Donc, mais ça, ce podcast sera public, mais je ne sais plus me cacher derrière le fait que j'ai vu des choses dans ce monde que je me dis c'est pas toujours correct ce qui se passe autour de nous, et on a justement eu de la chance de pouvoir étudier, on a une chance, on fait partie de l'élite qui a pu faire des études de vétérinaire. Je trouve qu'on doit être un petit peu porte-parole pour nous-mêmes d'abord regarder que c'est pas toujours ce qu'on apprend et que ce qu'on a appris qui est la vérité, qu'il y a à apprendre, qu'il y a à analyser, qu'il y a à apprendre de ce qu'on n'a pas appris, par exemple. Et donc voilà, je veux dire que ça c'est un petit peu le petit message entre parenthèses qui m'a fait ouvrir les yeux sur l'histoire de la médecine aussi. Ouais. Est-ce que le résumé, ce serait de dire qu'on a un devoir de discernement? Oui. Ouais, tout à fait. Alors, 3e fois maman. Et 8 mois plus tard, ça y est, vous partez en Inde. À ce moment-là, vous saviez que c'était pour 4 ans? Non. Je ne savais pas parce qu'en fait, moi, je ne voulais pas partir parce qu'en fait, étant fort nomade et en voyageant, mon mari a dit on doit faire un camp de base. On doit créer notre chez nous. Et on n'avait pas de chez nous, on n'avait pas de maison, on n'avait rien du tout. Et donc du coup, en fait, par choix, on s'est dit où est-ce qu'on est le plus chez nous? Ben on est chez nous le plus en Belgique. On reste belge, donc on doit trouver quelque chose chez nous. Et on aimait tous les deux quand même un peu être insolite. On est un peu marginal. Ben on voulait du terrain, on voulait du terrain pour nos enfants, et donc du coup on veut un endroit, pas nécessairement une maison, on veut leur donner la terre pour cultiver et pour pouvoir entretenir l'écosystème. Et donc du coup on décide d'acheter un terrain dans les Ardennes, et c'est pour ça c'était durant ces 4 ans là, et donc du coup je dois m'établir, et puis je commence à créer le réseau, donc tu te réintègres quelque part. Donc moi j'avais, comme tu peux t'imaginer, pas du tout envie de partir, du tout. C'était vraiment, j'avais le dos contre le mur, même si je peux comprendre que c'était une occasion et tout ça, je me dis non, c'est pas possible quoi. Et puis finalement JF m'a dit écoute, ok, il dit, on fait un petit contrat entre nous, on part, si ça va vraiment pas en Inde, on revient après un an. Et donc, bon, tu pouvais faire un papier, tout ce que tu voulais. Au fond de moi, je savais que, tu vois, quand tu pars à l'étranger comme ça, et déménagement, tu sais que c'est jamais pour un an, quoi. Donc, voilà. Et on est parti pour en faire le mieux. Aussi en arrière-tête, j'ai dit écoute, finalement l'Inde aussi, c'est une médecine, il y a d'une médecine traditionnelle, c'est une culture intéressante, voilà. Et donc du coup, on est parti. Ouais, donc on est parti en Inde, et notre Ruby avait 8 mois à ce moment-là. Et puis comment ça se fait qu'on est resté 4 ans et un petit peu, parce qu'on savait très bien que c'était un job de diplomate qu'il avait. Donc, on était diplomate. Donc, il y a un autre monde qui s'ouvre à nous. Je veux dire, on était des baroudeurs dans notre voiture en tour du monde, vivant avec des locaux. Et puis là, tu te retrouves dans une position de diplomate, qui est un rêve de beaucoup de gens. Mais notre voyage, notre université de vie nous avait quand même déjà peut-être forgé de comment on voit la société, qu'on s'était dit... la vie de diplomate, c'est bien beau et tout ça, mais c'est pas nous. Et d'ailleurs, je crois que JF est un des premiers diplomates qui a démissionné, qui a carrément dit non, on rentre, et c'est pour ça que ça a duré 4 ans.
c'était notre petit bout de chemin. L'Inde nous a appris des choses. On a vécu des choses extraordinaires en Inde. Et donc, ces 4 ans, c'était un cycle qu'on a fait. Et au bout de ces 4 ans, on savait qu'au fond de nous, on voulait donner des racines à nos enfants. Et c'est pour ça qu'on est revenu en Belgique. Donc toi, tu pars là-bas en tant que femme de diplomate. Oui. Tu t'es justifié quelque part le voyage en t'imaginant qu'il y avait la médecine traditionnelle indienne là-bas, encore des découvertes potentielles. Tu t'étais dit que tu allais essayer de pratiquer la médecine là-bas. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu pars? À ce moment-là, je dis femme de diplomate. On a bien vu aussi des expats de diplomates partout dans le monde où on avait voyagé. Je veux dire, tu vois, on avait vu leur vie, on avait vu que, et on s'est dit ça c'est pas pour nous quoi. Et donc en fait, c'est toute cette voyage autour du monde qui nous a appris à, on peut être soi-même. Donc on ne doit pas forcément toujours rentrer dans le moule. Et donc en Inde, on arrive et en fait, on a créé un réseau indien expat. On a vraiment choisi de pas mettre nos enfants dans une école internationale dans ce réseau-là. Donc nos enfants ont été dans une petite école locale. Waldorf même, tu vois, indienne, c'était seul petit blanc là, pour justement découvrir cette culture, pour faire contact avec eux. Et c'est comme ça qu'on a vécu. Et la chance que j'avais, parce que je dis moi, juste m'occuper des enfants, ça aurait été génial. Mais je dis, écoute, quand tu arrêtes quelque chose et que tu donnes cours, tu gardes ta pratique parce que c'est super important. Je ne voulais pas arrêter de travailler. Et donc, j'ai eu de la chance que il y a un accord entre la Belgique et l'Inde, que je pouvais travailler comme consultant. Donc, en fait, j'étais permis de travailler comme vétérinaire et j'étais engagée dans une clinique vétérinaire à Chennai, où je pratiquais. Et où je pratiquais principalement ma médecine alternative parce qu'en fait, la seule condition que j'avais pour pouvoir travailler pour l'ordre indien, c'était sous nom de consultant et je ne pouvais pas faire de prescription allopathique. Mais bon, donc du coup, c'était très arrangeant pour moi parce que ça m'a encore forcé plus que je me dis, je n'en ai pas toujours besoin. Et quand j'en avais besoin, j'avais mes collègues et tout ça, évidemment, quoi. Donc ça a encore plus ouvert cette porte intégrative, quoi. Ouais. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir travailler à Chennai, en chevaux et en petits animaux. Et là, tu vois l'autre côté de l'Inde, on a une autre idée des choses, mais voilà, là on traite aussi, on fait les mêmes choses qu'ici, quoi. Je veux dire, peut-être que pour les gens c'est un tiers moins cher, mais les gens ont des huskies, ont des labradors, ils ont des chiens de race, et en même temps aussi t'as les chiens de rue, quoi. Donc c'était très très intéressant. Donc tu traites principalement des animaux domestiques à ce moment-là? Je traite principalement les animaux domestiques et vaches, évidemment, parce que voilà, les chiens et les chats, c'est souvent les chiens, les chats des gens qui savent se permettre et donc du coup ils veulent pas des chiens de rue, donc ils ont des chiens de race et en clinique là-bas, on peut tout faire quoi. Et donc et les chevaux, c'était aussi les chevaux de manège, je dirais. Et en même temps aussi, vu que je travaillais, j'ai commencé à étudier la Mrug Ayurveda, la Pashu Ayurveda, donc c'est aussi la médecine traditionnelle indienne. Et lors de ces études, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer sur des éléphants, sur les animaux, sur les buffles, oui, voilà. Donc j'ai fait une petite partie des animaux sauvages quand même, ouais. Comment vous étiez perçu? Je me pose la question parce que j'imagine ce couple un peu différent, marginal, diplomate. Il devait y avoir d'autres diplomates et de femmes de diplomates là. Ouais. Comment ça se passait? Vous oscilliez entre les deux mondes ou bien vous étiez juste marginal et puis intégré dans la partie vraiment indienne? On oscillait entre les deux mondes, vraiment tranquille. Je veux dire,
on savait faire des soirées diplomates où franchement, que tu vois un autre monde, que tu vois d'autres choses et que tu écoutes et que tu restes, comment je dire, tu t'adaptes. Tu peux t'adapter et tu peux rester toi-même. Je veux dire, il savait très bien, à un certain moment, j'allaitais la petite, et puis je veux dire, tu vas pas imposer, mais à un certain moment, la petite était avec moi à une soirée. Je veux dire, j'avais une relation aussi tout à fait différente avec le chauffeur de mon mari, par exemple. On faisait du compostage à la maison, donc je le faisais s'arrêter dans les rues à recycler certaines choses, et que lui il dit mais c'est pas possible, je suis tombée sur qui? Mais si tu expliques aux gens locaux, ils comprennent. Autant qu'un Indien ne comprend pas, parce qu'il dit si on a une chance d'être à ce niveau dans la société, pourquoi, soi-disant, pour eux, retomber plus bas dans les castes? C'est pas nous on est outcast en Inde, on n'est pas une caste particulière, on est en dehors du système des castes. Mais pour les Indiens, ils comprenaient pas pourquoi on n'en profitait pas plus. Je veux dire, ça, j'ai rencontré des Belges extraordinaires qui sont encore des amis avec nous, qui justement, c'était des gens aussi qui aidaient les petits villages de pêcheurs, qui aidaient les gens. On essayait de faire des campagnes avec les chiens. Donc, je crois que dans le milieu d'expat, tu peux être comme tu veux. Et je veux dire, on avait d'autres gens comme nous aussi là-bas, qui vont. Allez, comment dire, quand on a eu le corona, quand on a eu le Covid, on était bloqués aussi, nous, chez nous, on essayait avec la voiture, avec plaque diplomate, on allait aider, cuisiner dans les villages, avec les gens. Ouais, je veux dire, tu rencontres les gens de toute culture et toute nationalité et tu crées un petit peu de réseau et puis tu fais la petite goutte, quoi. Si toi, tu le fais, des fois, les gens disent, ils le font, pourquoi pas, tu vois, ouais. Ouais, autant que je peux te dire que de temps en temps, on avait très mal, on comprenait pas des réactions de certains gens que tu dis, oula, pourquoi on peut avoir la vie si compliquée tandis que la vie peut être un peu plus simple. Ouais. T'as des exemples qui viennent en tête? Par exemple, les gens disent, je n'ai pas, en Inde, par exemple, simplement, on est arrivé et puis on a trouvé des petits marchés locaux où on avait nos millets, nos graines, aussi des gens qui font de la permaculture. Donc l'Inde est très très riche. C'est une culture qui fait avec les urines de vache, ils faisaient leur compostage. Je veux dire, les traditions peuvent être là. Et nous, on avait petit à petit rencontré des gens qui entretiennent ça, même dans les grandes villes, qui essayent de changer quelque chose dans une énorme ville comme Chennai. Et certains expats nous disaient, oui, mais nous, on va à Nilgiris. Et Nilgiris, c'était le supermarché. Donc, vraiment le supermarché, supermarché comme si tu pouvais l'acheter, où tu trouves tous les produits comme chez nous. Mais d'accord, mais les gens étaient là, oui, mais nous, on ne sait pas, on n'a pas notre fromage, on n'a pas nos choses, Donc, en fait, les gens qui se compliquent la vie parce qu'il fallait manger n'ont pas de boulot, quoi. Tandis que tu dis, mais il y a tout à faire, il y a tout à apprendre, et cette cuisine locale et tout ça. Mais des fois, on est bloqué dans une sorte de confort, je dirais, qui n'est pas facile à changer. Hein, je suis d'accord, quoi. Donc ça me vient à l'esprit que des fois c'est choquant que tu te dis mais tout le monde est là pour aider, il suffit de demander et puis tu vas rencontrer. Il faut pas toujours vouloir, faut s'adapter, on va dire. Ouais. Est-ce que t'as vécu de l'inconfort justement quand t'étais en Inde? Oui, de l'inconfort dans le sens inconfort physique, sécurité, tu veux dire? De manière générale, ce qui te vient à l'esprit. Ouais, inconfort plutôt. Moi, des fois être l'inconfort, le plus inconfort, c'est que je me rendais compte que tout le monde voit l'Inde comme un pays très très pauvre et qu'on doit les aider justement. Tu vois, on doit faire des actions sociales et tout ça. Et moi, j'ai côtoyé des clients qui sont plus riches que je ne peux même pas m'imaginer que certains gens en Belgique, qui font partie du caste très très haut et qui m'ont carrément dit, Juliette, on te connaîtra pour soigner nos animaux tant qu'on a besoin de toi. Le jour où on n'a plus besoin de toi, on te laisse tomber.
Et ça, c'était une Indienne avec qui j'ai sympathisé, qui était honnête avec moi. Je me dis, mais c'est pas possible, Souda, pourquoi tu me dis ça? C'est comme ça que ça marche chez nous. On n'est pas un pays pauvre, elle dit. On a beaucoup de pauvres, mais on a un système qui marche et on n'est pas prêt à le changer. Donc, en fait, pour moi, ça a déjà été quelque chose que je suis confrontée à l'image du blanc qui va dans un pays et que on est là pour, on est vu, on a tout ce qu'il faut chez nous et les gens doivent tout avoir comme chez nous et tout ça et tout est toujours mieux chez nous. Moi, ce que je suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de liberté, en fait, en Inde. En fait, si jamais tu voulais, tout est possible et rien n'est possible. Donc, les gens qui disent, mes enfants ne pourront jamais voyager, mes enfants ne pourront jamais étudier comme vous. Vous, c'est facile à dire que nous, on doit respecter nos traditions anciennes. Nous, on n'aura pas cette chance. Ici, c'est une compétition jour après jour. Et moi, j'ai des exemples en Inde, des gens qui n'ont pas été à l'école, des gens qui sont des plus jeunes CEO du monde, qui sont maintenant le bras droit du Premier ministre, qui en fait, par rapport à, si on veut quelque chose, ils y arrivaient. Et, mais on garde une grosse partie de la population encore dans cette ignorance, quoi. Non, il faut se battre, il faut devenir ingénieur ou médecin, quoi, comme dans l'Occident. Et comme ça, tu vas survivre, tu vas gagner de l'argent, tu vas avoir, pour moi, une vie de merde parce qu'ils travaillent comme des dingues. Ils doivent entretenir leurs parents et puis ils doivent partir à l'étranger pour revenir entretenir leurs parents. C'est pas une vie, quoi. Mais on l'accepte comme ça. Et nous, on va dire que, ouais, voilà, moi j'étais en ashram en Inde, et puis j'ai appris le yoga, et puis j'ai fait ça. Ces cultures-là, ils ont ça. Ils ont tout ce qu'il faut, mais il faut pas aller chercher dans l'ashram, faut aller le chercher dans le fin fond des personnes dans les villages, quoi. Et ils le perdent. Et ça, c'était pour moi le plus dur. Le plus dur, c'est que, quand je disais, il y avait des gens qui n'avaient rien. Donc, tu avais les très riches propriétaires qui savaient tout se permettre, qui pouvaient même faire importer, je ne sais pas, n'importe quel médicament des États-Unis, de Singapour. Tu avais aussi des gens dans la rue que je me disais, écoute, ok, ouais, mais toi, tu vis avec le chien parce que tu dois t'occuper du chien de madame qui est très, très riche. À la limite, c'était quelqu'un qui était employé rien que pour regarder ce que le chien faisait la nuit, mais qui avait lui-même le diabète, que je me dis, mais comment on peut aider ces gens-là aussi, qui n'étaient pas nécessairement aidés? Le chien, s'il aurait eu le diabète, a été aidé, mais la personne pas. Et donc, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je peux changer là-dedans? Donc, finalement, je me rends compte, je peux leur apprendre de nouveau leurs plantes indigènes qu'ils ont. Si jamais, même des mauvaises herbes, qui mettent déjà ça dans leur nourriture, ça va déjà leur aider. Parce que changer les riches, je ne savais pas faire ça. Leur donner plus d'argent, c'est pas la solution non plus. Mais changer cette petite mentalité chez les enfants, en fait, et alors chez les gens les plus bas dans la société, je crois que ça, c'était le plus beau, mais aussi le plus inconfortable à vivre, en fait. Cette différence entre les castes, cette différence entre nos cultures et cette différence, en fait, qui est entretenue, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais se sentir mal dans ces pays-là, à part dans Delhi où je sais bien que je ne pouvais pas me retrouver comme femme toute seule, dans le sud, je veux dire, je me suis jamais sentie inconfortable. Non. Je pourrais dire, tu pouvais même oublier ton téléphone sur le marché, ils allaient courir après toi pour te ramener ton téléphone, quoi. Ouais. T'en as profité pendant que t'étais là-bas pour explorer l'Inde? Oui. On a eu de la chance de pouvoir voyager et on prenait notre voiture et on roulait. L'Inde, c'est comme l'Europe, c'est aussi grand. Et on prenait des vols internes et puis on profitait pour aller, comme par exemple en Nagaland, on était dans le nord, on était au Kerala, on était on était un peu au Karnataka, on était un peu partout. Donc ça, c'était une chance. Oui, baroudeur comme on était, c'était chouette. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que t'introduis finalement tes enfants au baroudage. Je sais pas si c'est comme ça qu'on se dit, mais ils t'accompagnent, ils vous accompagnent partout, j'imagine. Oui. Donc ces petits-là, Zia avait
5 ans quand on est parti. Elle a eu 5 ans quand on est arrivé. Lina avait donc 3 ans et Ruby 8 mois. Et puis Paco est né ici en Belgique, mais il a vécu 6 mois en Inde. Je veux dire, il nous suivait, donc il marche pieds nus dans les temples. Et l'enfant est spontané, je veux dire, il voit ce qui se passe et si tu lui permets de regarder, c'est bon, quoi. Donc il connaissait tous les dieux indiens, il savait comment faire leur puja, leur offrande. Et puis finalement, on dormait tous dans les mêmes auberges de jeunesse ou hôtels. Ils dorment avec nous, donc ils sont assez confortables de juste avoir un matelas à côté des parents. Donc du moment que nous on est ok, c'est pas facile, c'est des fois dur, point de vue nourriture et tout ça, mais ouais, mais ils se sont adaptés. Et je peux dire, je crois que la grande en fait, elle aime bien. Notre deuxième est beaucoup plus casanier, je veux dire, c'est chouette aussi parce que tu peux pas forcer un enfant à être comme nous, hein. Mais ils se sont bien adaptés, ouais. Et qu'est-ce que parce que du tout, tu continues à pratiquer la médecine vétérinaire là-bas, et puis un petit peu, tu soignes les gens aussi, d'après ce que tu me dis. C'est quoi qui vient se greffer sur tout ton bagage d'avant? Je sais pas si je m'exprime bien. Qu'est-ce que tu apprends en plus en Inde que tu n'avais pas encore appris pendant tes autres périples, pendant ton temps en médecine alternative en Belgique? Ce que j'ai appris en Inde, surtout que c'est un énorme pays, point de vue médecine alternative par exemple, tu vois, c'est un truc que je raconte souvent, par exemple par rapport à la fièvre afteuse. Ou par rapport à la vaccination de tout un pays. En Inde, je me suis retrouvée, il y a bien une vache derrière chaque petite maison et tout ça, et que je me suis toujours posé la question, d'ailleurs, comment est-ce possible de vacciner tout un pays et toutes ces vaches-là, quoi? C'est juste pas possible, quoi, tu vois? Donc, si tu veux couvrir un pays, comment c'est possible? Et donc là, cette médecine de ethno-veterinary practices, donc vraiment la médecine de ethno, donc c'est vraiment traditionnel dans certaines régions. Par exemple, une mamite, on soigne avec tel mélange de plantes, on fait des badigeons autant de fois par jour pendant 5 jours. On n'a pas besoin de autant d'antibiotiques ou voire moins. Ça m'a appris en fait que par rapport à l'épisode de la fièvre afteuse et tout ça, je me rends compte à un certain moment, c'était quoi? Oui, je visite un troupeau de vaches avec mon prof d'Ayurveda, d'Ethno-Veterinary Practices, et puis je lui demande qu'est-ce qu'ils ont eu. Ah oui, ils viennent d'avorter, il y a 3 jours, ils étaient vraiment pas bien, vraiment, vraiment maladie contagieuse et tout ça. Mais je dis, pardon, vous êtes en train de les toucher et tout ça, comment ça va? Ah ils sont soignés, hein. Et je dis, c'est bizarre, ils sont soignés. Comment vous avez fait? Telle formulation, tu vois, on fait ça. Et là, je me suis rendu compte, on a quand même encore beaucoup à apprendre, quoi. Parce que on a une façon de voir les choses. On dit, il faut faire comme ça chez nous. Et là, ils ont une façon de faire. Et puis ça va aussi. Pourquoi ne pas intégrer ces deux-là? Pourquoi ne pas garder ouvrir cette parole à ces gens-là. Et c'est pour ça que j'aime bien leurs programmes qui sont commencés en Inde, c'est One Health. Donc, finalement, en traitant l'animal, en fait, on va diminuer l'impact des résistances et tout ça, antibiotiques, etc. Et on va aussi avoir un meilleur lait, on va avoir une meilleure santé de l'humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'Inde a plus encore appuyé dessus. En travaillant sur l'animal, je rends la vie meilleure de l'humain. Je veux dire, comment dire, les gens des fois me demandent, mais c'est la même chose pour nous? Si nous, on change notre alimentation, ça va aussi nous être bénéfique. J'ai dit oui. Donc, c'est pas que je soigne l'humain. J'ai été étudier l'acupuncture humaine pour avoir une bonne base en médecine chinoise. Je suis pas autorisée à placer une aiguille sur un humain parce qu'en Belgique, il faut être médecin pour le faire ou kiné. Mais je veux dire, ce que je peux faire, c'est
expliquer aux gens, ben voilà, vous voyez, on a changé ça, ça, ça dans le changement de vie. Vous êtes prête à changer la façon dont vous traitez votre animal. Ça va être bénéfique pour vous et ça va vous donner une qualité de vie. Donc, oui, l'Inde était très fort là-dedans, quoi, parce qu'il y avait tel contraste, quoi. Donc, les gens, c'était les premiers à vouloir avoir une médecine occidentale pour eux, quoi, et qui niaient des fois, mais ils jetaient vraiment à la poubelle toutes leurs connaissances traditionnelles. Et qu'il y a des gens qui se battaient, il y a même des médecins, je veux dire, qui sont super puissants et super bons dans leur médecine traditionnelle, qui ont des résultats superbes, qui sont même niés parce qu'il y a cette puissance de l'Occident, et que là je me dis, écoute, faut supporter ces gens-là, quoi, qui se battent quand même pour pouvoir faire une meilleure monde intégrative, quoi. Ouais, ça c'est l'Inde. Super. Donc au bout de 4 ans, vous décidez de rentrer, ça y est, votre chemin indien touche à sa fin. Ton conjoint, enfin ton mari, donc quitte son poste de diplomate. Vous rentrez avec 4 enfants et pas 3. Oh. Non. C'est quoi Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes rentrés déjà? Ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc ouais, on dirait c'était Covid a commencé en mars 2020. Et c'était de toute façon décidé que il démissionne avril-mai 2020. Et donc du coup, c'est les deux qui sont arrivés en même temps. On n'a pas quitté l'Inde pour le Covid, mais juste parce que c'était terminé pour JF. Et donc ça fait 2 ans et demi qu'on est de retour en Belgique. Et comment ça se passe ce retour alors? Ça se passe. Je me rappelle toujours la phrase de l'ambassadeur Patrick qu'on a rencontré en Australie, qui nous a, quand on était en voyage d'ailleurs, il nous a accueillis dans son bureau, mais allez, pour lui c'était des Belges qui ont roulé jusqu'en Australie, il faut que je les rencontre. Donc Patrick nous rencontre dans son bureau avec le chocolat et tout ça, je peux dire, on était aux anges. Et donc Patrick, il a dit, écoute, c'est un diplomate très sage qu'on a rencontré, franchement. Et Patrick nous dit, bon les petits gars, je vous dis une chose, vous retournez un jour en Belgique, mais la vie c'est quoi? La vie c'est le train. Donc soit vous ressautez sur le train, soit vous ne sautez plus sur le train, soit vous restez pendu au train. Et en fait, quand tu me demandes maintenant comment ça se passe en Belgique, eh ben je peux dire je suis pendu au train. Donc j'ai pas sauté du train. Je ne suis plus dessus, mais je suis pondue. Tu vois, je m'accroche. Tu vois, je m'accroche pas que pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, et j'essaye de trouver la vie qui me paraît correcte pour moi ici en Belgique. Et donc le fait que je vis on vit dans les Ardennes où c'est déjà beaucoup plus tranquille, ça aide. On n'avait toujours pas construit notre camp de base, même si on était ici, on vivait dans une caravane, et là, je veux dire, on vit toujours dans la caravane. Ça va être vraiment, vraiment que la semaine prochaine qu'on aura fini de construire notre maison. Et donc, du coup, on aura notre petit camp de base ici en Belgique, notre maison. Pour nous deux et nos 4 enfants. Et donc on reste un petit peu on reste des rêveurs, on reste des marginaux, on assume de plus en plus comment on est, comment on vit. Je veux dire, on vit dans une caravane et puis voilà, on a eu le grand gel, tout le monde dit mais vous avez eu froid, c'est complètement pas juste, vous devrez construire plus vite, vous devrez changer. Je dis non, on fait des choix dans la vie, on peut pas tout avoir en même temps. J'ai 4 enfants, je travaille, mais je peux dire je travaille à 3/4 temps, je ne sais pas faire en full time avec les enfants parce que je veux être là. Et ben donc du coup, je sais que j'ai pas toujours les mêmes rentrées. Donc du coup, on assume nos choix quand on vit dans la caravane, quand on assume nos conditions de vie en attendant on avance comme ça, notre vie. Et donc la Belgique, c'est un petit peu comme ça. On voit jour après jour, et on est content d'être de nouveau en Belgique. C'est pas ça, hein, mais on ne sait jamais de quoi
vers où on veut aller. Et je veux dire, le côté voyage et enrichissant de partir, ça nous poursuit. Ouais. Est-ce que tu as parlé à un moment dans le podcast de créer une base, mettre ses racines quelque part. Est-ce que tu penses que cette notion d'ancrage de racines, c'est un vrai besoin, ou bien c'est plus une injonction sociale? Je crois que c'est plutôt une injonction sociale, parce qu'en fait, moi, je me rends compte que je suis peut-être moins enracinée que mon mari peut l'être. Moi, je me suis dit, il faut être bien dans soi-même avec ce qu'on veut faire, parce qu'en fait, en flamand, ça donne, partout où tu vas, ta tête reste la même, quoi. Donc, l'enracinement, en fait, c'est le travail sur soi, je crois. Moi, je dois être bien moi-même avec ce qui m'entoure, mon choix d'avoir fait 4 enfants, mon choix de construire une maison, mon choix de faire cette médecine un peu différente. Je dois être bien avec ça. Et seulement à ce moment-là, je crois que je serai enracinée et que je vais pouvoir le donner à mes enfants ou aux gens autour, quoi. Donc, enraciner, être dans un pays quelque part pour qu'ils créent des relations, je crois pas que c'est vraiment le matériel qu'on a besoin. C'est trouver vraiment à l'intérieur de soi, moi j'aime bien ça, je sens que c'est bon, et voilà, quoi. Ça, c'est plutôt ça, l'enracinement. Donc, on aurait pu continuer en Inde, ça, mais on avait peur à ce moment-là de choisir pour nos enfants. On s'était dit, on veut juste leur permettre de voir un petit peu, ils viennent de là-bas, ils sont belges, et par rapport à comment on est, comment on vit, on veut leur montrer une ouverture vers le monde, vers comment maman et papa perçoivent la société. C'est pas pour ça qu'eux ils doivent le faire comme ça. On les a pas fait pour nous. Ils vont s'envoler, ils vont faire leur truc. Je crois que c'est moi. Et peut-être, oui, si on est en couple, mon mari, nous on doit sentir qu'est-ce qui est bon pour nous, quoi. Qu'est-ce qui nous rend heureux, quoi. Ouais. Oui, pas facile, j'imagine. Et même, peut-être pour eux, ils sont à des âges quand même où ils étaient à des âges en Inde où forcément ils ont appris des choses différemment de leurs petits copains et copines aujourd'hui. Est-ce qu'ils en parlent de ça? Écoute, très peu. Je crois que c'est inconscient. Ça, c'était d'ailleurs vraiment quelque chose. C'est comme si nous, on revenait après 3 ans et demi de voyage. Les petits sont revenus, ils se sont de nouveau complètement réintégrés ici en Wallonie. Je veux dire, tu as l'impression qu'ils perdent beaucoup de ce qu'ils ont vécu, mais je crois qu'inconsciemment, il y a encore beaucoup. Et ils n'en parlent pas, parce qu'ils veulent pas être différents. Tu vois, ils veulent pas... Parce que la différence, c'est des fois aperçu comme négatif. Donc, du coup, elle leur pousse pas non plus à dire, voilà, vous pouvez dire, vous étiez en Inde, ta. Non. Autant ils sont contents d'entendre des amis indiens au téléphone. Quand nous, on a des gens qu'on a rencontrés dans le monde qui viennent nous dire bonjour, ils sont contents parce qu'ils entendent, ils parlent anglais, maman et papa, tu vois. Donc, nous, on a appris ça aussi, tu vois. Et ils sont très adaptables, en fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est l'avantage d'être ici, mais eux, ils n'en parlent pas beaucoup. Donc, à la limite, tu dis, chantez vos slokas, chantez vos mantras que vous avez appris en Inde. Non, pas besoin. Tu vois, donc, mais on respecte ça aussi, hein. Ouais. On peut pas leur, ils font leur vie. Et puis, ouais, c'est ça. Ils vont faire leur chemin. Ce serait quoi pour toi, s'il y avait une suite idéale à imaginer? Écoute, je crois mon petit compte base ici, quand même, et quand même pouvoir continuer à voyager, pas nécessairement voyager, mais pouvoir partager. En anglais, on dit to share what I've learned. Donc, en fait, partager, enseigner ce que j'ai pu apprendre des autres, tu vois. Donc, juste pouvoir être un petit chaîne dans ce maillot-là, tu vois,
ben écoute, moi j'ai vu que c'est possible, j'ai appris ça, ben je veux bien le partager avec vous, quoi, avec les autres vétérinaires et les autres gens, quoi. Donc moi j'aime bien enseigner, oui, j'aime bien partager parce que je me rends compte. Comme ça, on est plus, on peut apprendre les uns des autres. Donc moi, je vois la suite. On verra. On va essayer de trouver l'équilibre pour nos enfants, qui trouvent eux leur passion. Une fois qu'ils ont eux trouvé leur passion, je m'inquiète beaucoup moins que de notre devoir d'être présent à tout âge, mais voilà, leur chemin va se dessiner, je crois, ce qui est pas évident toujours. Leur faire confiance que, ben voilà, eux, ils vont y arriver. Et nous faire confiance que aussi petit à petit, il y a des occasions qui se mettent sur notre chemin et qu'on les saisit et puis on ne sait pas de quoi est fait demain. Franchement, je suis tranquille. J'ai pas d'attente dans le sens je veux ça plus tard. Non, je suis tranquille à être heureux aujourd'hui. Essayez, parce que c'est facile. Vous avez l'impression que t'as tellement vécu, c'est tellement chouette, c'est gay. Qu'est-ce que t'as une vie idéale? Je dis non. C'était ma vie, mon chemin, et voilà quoi. Et je peux des fois, moi, je peux être jaloux des gens qui ont eu vraiment la carrière qui s'est installée tranquille. Ils ont le réseau d'amis d'enfance et tout ça. Que moi, finalement, j'ai dû lâcher une grosse partie de tout ça, quoi. Donc, moi, je crois que juste être heureux dans les choses simples de la vie de tous les jours. Ouais. Et juste avoir assez d'argent pour vivre. Ouais. C'est une belle philosophie. Est-ce que, c'est une question que je pose systématiquement sur ce podcast, quand tu vois la petite que tu étais fraîchement sortie de la fac vétérinaire, quel conseil tu lui donnerais? Que d'avoir moins peur de changer, d'oser changer. Donc en fait parce qu'en fait oui que j'ai saisi des occasions et tout ça, mais avec quand même une grosse partie de peur toujours de mais qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que ça va, est-ce que ça va, qu'est-ce que mes parents vont dire, est-ce que c'est bien de le faire, saisir les occasions quand même, mais un peu plus tranquille d'esprit. Avoir la sagesse que tu as maintenant, en fait. Fou. Je crois pas qu'on l'aura un jour. Je crois que le jour où on aura la sagesse, je crois que le jour le lendemain, je ne serai plus là, je crois, tu vois. Mais je veux dire, oui, en fait, allez, en fait, tout ce chemin pour, même avec les enfants, voir comment je les ai éduqués, ben, c'est peut-être qu'au bout du 4e que j'ai assumé vraiment à dire, je le fais comme ça et je sens que c'est bien comme ça pour moi. C'est pas nécessairement bien comme les autres, mais assume-le. Donc, assumer, ça, c'est le plus difficile, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui que tu voudrais rajouter, par exemple? Pas le fait que je veux dire que c'est pas parce qu'on pratique différemment et tout ça que on doit juger les autres, quoi. Je veux dire, moi, je ne juge pas les confrères. Justement, j'ai dit, écoute, j'aurais voulu que on était introduit à ce autre monde plutôt dans nos études, quoi, par exemple. Mais qu'on soit un peu plus entre confrères, un peu plus, comment dire, cool les uns envers les autres. On peut faire des graves erreurs, on peut être super bien, mais entraidons-nous, quoi. Créons un réseau, ça c'est important, quoi, tu vois. Et qu'on continue à être vétérinaire à full time ou pas du tout, on est tous des humains, donc au-delà de notre profession de pratiquer, ben on peut juste aussi être reconnaissant pour les passions et les talents qu'on découvre finalement aussi en n'étant pas vétérinaire, je veux dire. Ouais. Ouais, un peu plus d'ouverture et de bienveillance, peut-être. Bienveillance entre nous. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, Juliette, super. Je te remercie vraiment. Tu nous as vraiment bien fait voyager. En tout cas, moi, j'étais transportée. J'ai pas vu le temps passer. Est-ce que si les gens veulent te contacter, quel est le meilleur moyen? J'ai vu que tu avais un formulaire sur ton site internet. On mettra bien sûr les liens de votre blog aussi sur la biographie du podcast.
Est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres choses où ils peuvent te suivre? Principalement, j'ai fait ce site web en fait pour l'Inde et c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de complètement l'adapter à ce que je fais maintenant en Belgique. Mais le meilleur moyen, c'est mon site web, c'est www.dr-juliette.com. Ça, c'est le plus facile. Et puis mon email, en fait. Ouais, ça, ce sera le plus facile pour me contacter, quoi. Ouais. Parce que j'avoue, je suis pas très beaucoup sur les réseaux sociaux, quoi. Ça marche. Ouais. On mettra tout ça en lien dans le podcast. En tout cas, vraiment 1000 fois merci. Je souhaite, l'enregistrement se fait avant les fêtes, donc je te souhaite de belles fêtes à toi et toute ta famille. Et je remercie tous nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci Sophie à toi et pour ce travail-là, quoi. Je te dis que c'est super chouette, quoi, parce que justement par rapport à ma phrase de fin, c'est super important qu'on se retrouve entre nous et ce que tu fais là avec les podcasts, je crois que c'est un super moyen. Donc merci à toi et d'office bonne fête et j'entends en Belgique de Noël et une bonne année aussi à toi et à tout le monde en fait. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.